Bienvenue sur Clapotis. Cet épisode fait partie d'une série de podcasts qui a pour but de vous expliquer en quoi il est intéressant de s'attarder sur la signification et la symbolique des titres des œuvres au programme. En effet, retenir des éléments sur le titre, vous allez voir, va vous permettre d'exploiter plusieurs choses dans différentes situations. À l'oral, par exemple, vous pourrez utiliser la signification du titre dans les éléments propres à l'introduction, ou encore en guise d'éléments qui synthétisent en conclusion tout ce que vous avez démontré pendant votre lecture linéaire. Autre exemple, à l'écrit, vous aurez bien sûr l'occasion d'exploiter ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui comme argument, exemple, pour la fameuse épreuve de dissertation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au titre de l'œuvre de Marivaux, Les fausses confidences, et on va voir en quoi ce titre est porteur de sens et permet d'alimenter vos réflexions. Et on va voir bien sûr ensemble ce que l'on peut dire autour de la signification des deux termes, l'adjectif lié au substantif, fausse confidence, et on va voir surtout en quoi la combinaison des deux induit des pistes d'analyse évidentes que vous pourrez utiliser. Alors pour débuter, il faut savoir que la première représentation de la pièce a eu lieu le 16 mars 1737 au Théâtre Italien et la pièce s'appelait La fausse confidence. Elle ne remportera dans un premier temps qu'un succès très relatif, et ne sera jouée que 5 fois. Mais un an plus tard, le public se montre quand même plus ouvert à cette pièce que le Mercure de France, journal critique de l'époque, incontournable, considère comme ingénieuse, ce qui est plutôt flatteur venant, de leur part, hein. Et donc, la pièce commence à gagner une certaine, reconnaissance et dans la seconde moitié du siècle, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, elle sera reprise, rejouée et même intégrée dans le répertoire de la Comédie Française. Et puis ce qui est amusant, c'est qu'en 1793, elle sera même considérée comme une pièce révolutionnaire. Pourquoi? Parce que, les révolutionnaires, considérer que comme elle met en scène une bourgeoise fortunée, qui préfère l'amour d'un roturier à celui, d'un aristocrate, eh bien ça, c'est révolutionnaire, c'est innovant. Mais avant d'endosser cette image qui correspond bien sûr au contexte de cette, révolution, extrêmement, chaotique et bouleversante. Avant d'endosser cette image, ce qui a surtout et avant plu aux spectateurs au gré des années, c'est finalement cette virtuosité qu'a Marivaux à peindre la psychologie amoureuse, puisqu'il observe à la loupe le sentiment amoureux. Chez Marivaux, en fait, ce qui plaît, ce ne sont pas les obstacles, comme chez Molière avec le père qui constitue le point de blocage majeur, ou comme chez Racine, chez qui l'on retrouve un dilemme, on pourrait dire, entre la raison et les sentiments, hein. C'est très souvent ça dans ces pièces. Ce qui plaît ici, c'est le conflit entre le sentiment et le préjugé social. Et surtout, ce qui plaît, c'est que l'obstacle n'est plus extérieur, comme on vient de dire chez Molière ou encore Racine. L'obstacle, chez Marivaux, c'est un obstacle intériorisé, dans le but d'être analysé. Le but est de voir effectivement chez le spectateur, et l'intérêt pour le spectateur, c'est de voir la naissance de l'amour, tout en découvrant la psychologie des personnages. Et donc, rien que le titre, on voit, d'emblée ce qui va attirer le spectateur. Le terme confidence a une fonction d'accroche et à bien y regarder d'un peu plus près, le terme est très fidèle à son étymologie ici. On reprend et vous vous servirez de l'infographie, hein, pour retenir tout ça bien sûr et fixer, dans votre mémoire ces éléments. Le mot confidence, il vient d'un mot latin constitué d'une préposition cum et du verbe fido. Cum désigne, ou si on le traduit, hein, veut dire avec, et fido signifie, j'ai confiance, je me confie, je compte sur quelqu'un. Donc la confidence, c'est lorsque l'on se confie à quelqu'un en toute confiance, mais si on le rajoute bien sûr à l'adjectif fausse, d'emblée, il y a comme une sorte de dialectique, et d'ailleurs qui est très chère à Marivaux, hein, une dialectique entre le faux et le vrai, le mensonge, la vérité, la duplicité et la sincérité.
qui sera celui ou celle qui se confie et à qui, tout en étant, faux dans ses révélations et ses déclarations? Et ça, c'est une question, qui va, plaire énormément aux spectateurs de l'époque, parce que dès le titre et avant même de connaître l'intrigue, on voit bien qu'il y a ce titre, hein, qui a une fonction de capter l'attention du spectateur, parce que ce qui va amuser ce spectateur, c'est de savoir, mais qui va faire cette fameuse confidence à quelqu'un, qui lui aussi finalement va être dupé parce qu'il pense avoir affaire à une vraie confidence et en fait ça va être une fausse confidence. Et donc déjà ce micmac et cet imbroglio plaît d'emblée dès l'annonce du titre. Aussi la thématique du masque, du faux semblant et de la révélation des sentiments s'annonce comme centrale, majeure dans cette pièce. Alors il est vrai que d'autres pièces de Marivaux exploitent déjà un peu cette dialectique, mais en se servant plutôt du travestissement. Je vous renvoie, et vous l'étudierez certainement en parallèle, en classe avec vos enseignants, je vous renvoie par exemple à une autre pièce que vous pourrez évoquer, hein, très rapidement, dans une dissertation, à la pièce par exemple du jeu de l'amour et du hasard. On a bien cette idée de se travestir, se déguiser pour, cacher, ce que l'on est et ce que l'on ressent à l'autre. Mais en fait, dans cette pièce du jeu de l'amour et du hasard, le dénouement n'est pas si audacieux puisque, la transgression sociale n'est pas menée à son terme. Dans les fausses confidences, les personnages n'utilisent pas le travestissement. Araminthe reste une riche veuve, Dorante reste un intendant sans fortune, et tous les 2 usent tour à tour de la fausse confidence pour mieux tester l'autre, si on peut dire comme ça, et la parole fausse, alors, est plus forte, je dirais, que le travestissement, puisqu'elle a comme fonction d'être vraiment une manipulation afin de révéler le sentiment amoureux de l'autre. Et c'est peut-être la subtilité qu'a cette pièce, non pas que les autres pièces n'en ont pas, hein, mais on va au-delà du déguisement, de ce côté visuel. Là, on est autour de la parole fausse. Et ce qui plaît au spectateur, dès l'annonce du titre, c'est qu'il sait que par le biais des futures fausses confidences, hein, qu'il a le plaisir de savoir en plus qu'il va y en avoir plusieurs et pas qu'une. Hein, vous vous souvenez du titre initial, c'était «La fausse confidence». Là, le fait qu'il y ait le pluriel, on se dit: «Extraordinaire, superbe, on va en découvrir au fur et à mesure». Donc ce qui plaît, c'est, de voir ce mécanisme qui se met en place entre les des relations entre les personnages et que, finalement, ces fausses confidences vont progresser généralement jusqu'à la prise de conscience de l'amour. Et en quelque sorte, ce crescendo psychologique, ça, les spectateurs de l'époque adorent et en raffolent. Ce titre annonce aussi quelque chose qui, attire, qui, capte l'attention des spectateurs, au XVIIIe siècle. Pourquoi, il attire? Bah, parce qu'on sait d'emblée qu'on va avoir, en fait, affaire à des personnages qui vont, osciller très souvent entre la vérité et le mensonge. Et ce qui est intéressant et ce qui plaît, c'est qu'on sait d'avance qu'il n'y a pas de vraie relation de confiance entre les personnages. Et cette relation de dupe est beaucoup plus attirante pour le spectateur, parce que voilà, on dévoile toutes ces tourments et ces chemins détournés, de la psychologie. Voir celui qui se sent en confiance être victime de sa crédulité et être abusé par celui qui se confie, heu c'est extraordinaire de voir ça sur une scène. Ce manque d'égalité, d'authenticité entre les personnages, c'est un vrai régal pour le spectateur. Mais au-delà de ça, le titre a une autre fonction qui consisterait à avertir le spectateur, se méfier lui-même de la parole mensongère. Et là apparaît la subtilité de Marivaux. Dès le titre, il instaure comme une sorte de pacte de lecture entre le spectateur et lui-même. Mis au courant dès le début du jeu de séduction d'Araminthe, établi par Dubois pour son ancien maître d'Orante, le spectateur va savourer les échanges, il va percevoir la subtilité des propos, donc percevoir la subtilité de l'intrigue, mais en ayant une lecture avertie. C'est ça ce pacte.
Et au-delà Donc de au-delà de savourer savourer, le spectateur est aussi, pris dans un jeu. Ce jeu théâtral, il devient quelque part acteur et d'ailleurs, est-ce que la fonction première et fondamentale du théâtre, ce n'est pas cette fonction de rendre acteur, le spectateur? Et j'ai presque envie de dire qu'ici, Marivaux utilise en quelque sorte la maïeutique socratique. Alors là, vous allez me dire tout de suite: «Oh là, c'est quoi cette expression et qu'est-ce qu'elle vient faire ici?» Pas de panique, en décortiquant ce que veut dire la maïeutique socratique, vous allez voir le lien avec la pièce et puis quelque part, au-delà de la pièce de Marivaux, vous allez voir que vous pouvez l'appliquer à toutes les pièces et j'ai envie de dire presque toutes les œuvres littéraires. C'est la fonction même de l'art. Alors, cette maïeutique socratique. Maïeutique, ça désigne en grec l'art de l'accouchement et Socrate, qui est un grand philosophe de l'Antiquité, avait une méthode bien à lui qui consistait à faire accoucher ses disciples, en ce sens qu'il les interrogeait pour, leur faire exprimer, donc l'idée d'accouchement, hein, pour leur faire exprimer des connaissances, leurs connaissances et le but, c'est de faire exprimer, en fait, un savoir caché en soi. On revient à notre pièce. Les fausses confidences, finalement, remplissent bien cette fonction. On fait accoucher l'esprit du spectateur, on le fait réfléchir en voyant sur scène, ces, démêlés, ces fausses confidences, cette oscillation entre le vrai et le faux. Voir le faux des confidences, c'est voir aussi le vrai de chaque personne, des autres, mais aussi de soi. Par le faux et l'illusion, on parvient au vrai. Et l'illusion théâtrale a comme objectif de nous faire voir in fine la vérité, notre vérité. Et là, le titre remplit bien ce contrat, cette idée de faire accoucher notre esprit, notre réflexion. Ne pas être dupe que sur scène, on voit certes une fiction, mais quelque part, on voit se projeter face à nous un miroir qui est celui de la vérité, de notre complexité. Et donc vous voyez bien le rapprochement et vous pouvez tout à fait exploiter ça dans une dissertation. Et donc ce pacte entre le lecteur, spectateur bien sûr, et le dramaturge est ici entièrement rempli. Il annonce, ce titre, cette démarche philosophique. Regarder, assister à une pièce, c'est immanquablement, derrière le rire, le divertissement, s'interroger sur ce qu'est l'âme humaine véritablement. Et donc on voit bien ici comment un titre est loin d'être anodin, juste ornemental. Il est le garant du message de celui ou de celle qui crée et qui crée pour échanger, interagir avec son spectateur, son lecteur, le faire réfléchir à des choses finalement fondamentales et qui nous sont communes. Vous voyez donc la richesse de sens que l'on peut tout simplement extraire d'un titre. Ce petit détail qui pourtant déjà nous livre une clé de la compréhension de l'œuvre. Alors bien évidemment, l'infographie que vous aurez sur la plateforme de Podcastix vous permettra de visualiser tous ces points que l'on a abordés et cette démarche de questionner le titre des œuvres que vous avez au programme, pensez bien sûr à le faire systématiquement. Vous voyez que cela vous donne des pistes, et pas seulement des pistes, des véritables analyses. Donc je vous invite à bien sûr écouter cet épisode en l'accompagnant de l'infographie qui récapitule un petit peu tout ce que l'on vient de dire à cet instant. J'y ai rajouté aussi une citation de Marivaux qui synthétise bien cette idée venant de sa part, hein, dans cette pièce et aussi toutes les autres pièces, cette idée d'explorer les méandres de la psychologie amoureuse. Donc servez-vous donc de tous ces éléments pour exploiter au mieux ces aspects à l'oral comme à l'écrit, donc ce qu'on évoquait, votre épreuve bien sûr orale lors de votre lecture linéaire, comme à l'écrit lorsque vous allez écrire vos nombreuses pages de réflexion concernant la dissertation. D'ici là, je vous donne rendez-vous sur Clapotis pour d'autres épisodes qui vous aideront dans votre démarche de préparation aux épreuves. Je vous dis donc à très vite, à très bientôt.